Bonjour à toi, cher spectateur. L'état sauvage de David Perrault. Honnêtement, j'en ai entendu parler au début du mois. Parce que il faut savoir que l'agence de com donc, qui m'envoie les liens des fois de certains films pour que je puisse les regarder et pouvoir faire les vidéos quand ils ne sont pas distribués dans la région nantaise, me balance en même temps les films qui sont à venir des fois pour un petit peu titiller ma curiosité et me dire allez regarde ce qu'on va sortir, ça a l'air d'être pas mal, jette un petit coup d'œil. Et donc dans tout ce lot-là il y avait l'état sauvage. Et honnêtement sur le papier je me suis dit ouais l'affiche fait un peu penser à Hostile, ouais. Et là j'ai vu que c'était un film français et que c'était un western qui se passait au 19e siècle aux États-Unis. Et là, j'avais très envie de voir le film du coup. Le résumé pour faire simple, dans le sud américain, en 1861, les nordistes s'apprêtent à arriver et sûrement prendre le pouvoir dans la région. La famille d'Esther va alors prendre la décision de s'enfuir, guidée par un cavalier du nom de Victor, ami de leur famille. Le film que nous offre David Perrault est assez intéressant parce que c'est une œuvre qui est loin d'être classique dans le genre et surtout dans le paysage audiovisuel français, pour le coup, ça a vraiment quelque chose de particulier. Je dirais pas que c'est une œuvre qui est maîtrisée, ou complètement juste dans son traitement, c'est une œuvre qui arrive à aller dans une direction et qui surtout parvient à exploiter le genre du western de la bonne manière, en détournant certains codes, mais en exploitant sa base pour donner lieu à quelque chose qui rappelle tout de même ce qu'est un western. C'est-à-dire avant tout un drame humain, permettant de mettre en avant des personnages et surtout de construire un récit autour, si ce n'est d'une vengeance, en tout cas d'une fuite. Et là, c'est intéressant parce que du coup, la vengeance, on n'en a pas vraiment, quoique elle est un petit peu présente au sein du récit, mais on a surtout une fuite. Une fuite donc qui se passe dans le Grand Ouest, et moi j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est une belle œuvre. C'est une œuvre qui arrive à être entraînante, à être prenante, à être passionnante. Le seul problème, il ne faut pas se voiler la face, c'est que derrière, c'est assez particulier dans son genre. Ça dure 2 heures, c'est un peu longué, ça met en place beaucoup de choses, des personnages, des scènes, des instants un peu flottants, et ça marche pas toujours. Parfois ça paye pas, on l'évoquera au fur et à mesure de la vidéo, mais dans l'ensemble, ça reste un film qui est une proposition, et même si elle est maladroite, elle se tient. Et rien que pour ça, j'ai envie de respecter le travail de David Perrault. Proposer quelque chose d'unique et de singulier au cœur du cinéma français est une vraie ambition aujourd'hui, cela est certain, et on le voit de plus en plus. De nombreux auteurs proposent aux spectateurs des expériences uniques, singulières, qui détonnent dans le paysage cinématographique francophone. 7 ans après sa première réalisation, David Perrault revient donc avec une œuvre une nouvelle fois singulière, comme l'était déjà son premier métrage. Et pour le coup, même si son long métrage n'est clairement pas abouti dans son genre, on sent tout de même qu'il veut développer un western qui sorte de l'ordinaire, qui se pose comme une œuvre atypique et iconoclaste, quitte à être un peu trop expérimental par moment. En termes d'écriture, donc David Perrault, ce qui est intéressant, c'est qu'il a construit une dramaturgie qui met en place beaucoup de choses. C'est un film qui raconte d'abord une histoire de trafic, qui foire, puis ensuite qui nous fait passer dans une famille, qui nous montre que l'arrivée des nordistes dans le sud va potentiellement mettre à mal cette fameuse famille, qui décide donc du coup de fuir en utilisant un des deux mecs qui était dans le trafic au tout début, et du coup qui lui se fait courser par une des femmes qui s'occupait de gérer le trafic avec lequel il devait gérer. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de choses mises en place. Ce qui est étrange, c'est que ça passe par le biais de personnages qui sont du coup très intéressants et assez charismatiques en termes de composition. On sent que Perrault, il a voulu vraiment développer, je dirais pas des archétypes, mais en tout cas se baser sur des archétypes pour construire des personnages qui sonnent comme réellement intéressants. C'est-à-dire utilisant une base de composition qui pourrait sonner comme classique pour ensuite devenir des personnages qui ont un vrai charisme. Je pense à cette femme qui dirige une bande de mecs constamment masqués. Je pense donc à ce fameux guide qui va s'occuper d'eux, qui a vraiment quelque chose de très charismatique et qui au fur et à mesure que le récit va avancer, va avoir une vraie évolution personnelle. Je pense à cette jeune femme, Esther, qui du coup se retrouve dans un premier temps à être simplement la petite rebelle de la famille pour finalement devenir la gardienne un peu de celle-ci. Et on a du coup vraiment des évolutions. Même les deux personnages féminins qui sont reliés au chef de famille sont réellement intéressants aussi. Sa femme et son amante, elles ont un vrai impact sur tout le récit et il y a une vraie évolution. On sent que Perrault, il a voulu mettre en place plein de choses. Le fait est qu'il y a beaucoup de choses. Et qu'en soi, mettre beaucoup de choses comme ça fait qu'au bout d'un moment, le spectateur, peut-être, il va se sentir un peu perdu. Et il faut reconnaître que la dramaturgie est tellement dense par moments que c'est assez facile de se perdre au bout du compte.
Perrault cherche surtout à développer des personnages forts, à construire une véritable force de composition de ses héroïnes, pour qu'au fil de l'avancée du récit, on sente que sa dramaturgie ait un impact fort et précis, complété à merveille par les protagonistes donc qui accompagnent ce récit de fuite et de migration. Sans en faire des caisses, quoique par moments on sent qu'il abuse de certains effets, l'auteur français choisit de construire une narration et une dramaturgie qui mettent en avant surtout cela, parce qu'il faut bien reconnaître que si l'on s'attarde sur certaines thématiques et sur certaines réflexions, le récit ne marche pas aussi bien que prévu. Et c'est en cela que parfois, le scénario est un peu lourd. En termes de mise en scène, David Perrault, déjà, se sert très bien du scope. En même temps, je vois pas trop comment il aurait pu utiliser une autre caméra pour le western qu'il avait envie de faire. J'ai déjà vu des westerns filmés en 4/3, des westerns filmés en flat, des westerns filmés en scope. Mais le scope apporte vraiment ce côté très majestueux dans le sens où il faut mettre en avant les paysages. Et ici, c'est encore une fois nécessaire parce que le western et la forme que David Perrault choisit de lui donner poussent à mettre en avant les paysages. Et c'est très bien fait là-dessus. Le fait est que tout de même derrière, je trouve en termes de rythme que le long métrage est assez bâtard, passe de scènes hyper intenses à des scènes vraiment plates qui du coup n'ont aucune intensité et sont presque longuettes. Il y a beaucoup de dialogues, c'est pas forcément un film qui va être basé sur une certaine intensité dans l'action, c'est plus une certaine intensité dans, on va dire, le fil rouge du récit, ce qui englobe toute la dramaturgie, cette idée de rejoindre absolument un port pour pouvoir fuir et retourner en France, ce qui est le vrai fil rouge et la vraie intensité du récit, parce que derrière, faut bien avouer que hormis le dernier acte qui peut sonner comme étant assez fort et assez impactant, le reste du film étant même assez bâtard et a tendance à vraiment céder à pas mal de facilités, du genre des retournements de situation qui viennent de nulle part, ou des personnages qui se pointent et tu comprends pas pourquoi ils se pointent à ce moment-là, ça semble pas cohérent. Le fait est qu'en plus derrière, le dernier acte, je vais pas rentrer trop dans le détail pour éviter de vous spoiler, mais met en place de manière bâtarde et à la truelle une thématique qui n'est quasiment jamais présente le reste du récit et qui honnêtement pour le coup aurait pu être bien si elle avait été mieux diluée parce que pour le coup lorsqu'elle débarque à la fin j'étais vraiment en train de me dire qu'est-ce que ça vient faire là. Ça aurait dû être présent dès le début du récit. Un peu comme Brimstone. On sent qu'il y a de la poésie dans la mise en scène de David Perrault, une poésie pas forcément toujours très subtile, que ce soit par la musique, que ce soit par le côté un peu planant de certaines scènes, ou d'une ambiance presque fantomatique par instant, mais il est sûr qu'il construit un rapport particulier entre le spectateur et son cadre. C'est peut-être en cela que même si on aime profondément la forme que donne le réalisateur français à son récit, que même si on a envie de totalement adhérer à l'œuvre, il y a comme un mur, comme une barrière qui se forme, et se développe et fait que l'on a du mal à pleinement rentrer dans un récit qui devient par moments, comme évoqué au début, un peu trop expérimental. En termes de casting, alors j'ai beaucoup aimé Kevin Janssens, qui est vraiment excellent. Lui, pour le coup, il a vraiment une sacrée gueule. Bruno Todeschini, Déborah François, ainsi que Constance Dolé et Armel Habibou sont vraiment, vraiment bons. Pas forcément toujours hyper juste non plus. Faut avouer qu'il y a certaines scènes où c'est pas non plus foufou. J'ai beaucoup aimé Kate Moran, que je trouve vraiment excellente dans le rôle de Betty. Elle a vraiment beaucoup de charisme, cette actrice. Et surtout, bien évidemment, j'ai beaucoup aimé l'actrice principale, qui est principale parce que le récit le veut, mais honnêtement, l'affiche est plutôt bien partagée. Je trouve qu'elle ressort un peu du lot parce qu'elle est quand même très charismatique, mais honnêtement, son temps au niveau du film est à peu près équivalent à tout le reste du casting. Alice Isaz est tout bonnement splendide dans le rôle titre, même si elle partage assez bien l'écran avec un casting secondaire tout simplement parfait, mais dont elle ressort comme étant le véritable atout cinématographique et émotionnel. Au bout du compte, L'État sauvage est un film que je trouve intéressant. Pas forcément toujours maîtrisé, c'est une œuvre qui par moments oscille entre bonnes idées ou plans bâtards. Il y a vraiment des scènes qui sont marquantes et il y en a d'autres qui sont très anecdotiques. Ça arrive à se maintenir tout du long parce qu'on reste sur un western, donc ça reste flamboyant. David Perrault maîtrise le genre, tente quelque chose, tente des instants qui sont limite expérimentaux, mais pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie présence en termes de mise en scène et le casting, pour le coup, est vraiment très très bon. Donc rien que pour ça, L'État sauvage de David Perrault, je vous le conseille. Pas forcément comme étant le film à voir cette semaine, mais je vous le conseille parce que c'est vraiment une proposition de cinéma qui sort de l'ordinaire et ça reste un western français. Et il y en a tellement peu que rien que pour ça, il faudrait essayer de soutenir un petit peu pour voir ce que ça pourrait donner d'autres westerns français. Moi, j'ai envie de voir d'autres westerns français, vraiment. Continuez à faire des westerns. Les westerns français, ça déboîte. A plus.